Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement. Vous allez entendre une histoire que vous n'oublierez pas. Et si la personne que vous aimez le plus au monde vous trahissait au moment même où vous pensiez l'avoir retrouvée? Une seule décision, un seul message, et toute une vie s'effondre. Cette histoire parle d'amour, de perte, et de renaissance inattendue. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner, laissez un pouce bleu et partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est précieux pour faire vivre cette chaîne. Au début, tout semblait évident. Fluide. Comme si l'univers lui-même avait tout orchestré pour que je rencontre Élise. C'était un soir d'été tiède, lors d'un match de baseball amateur à Dijon. J'y étais plus pour tuer le temps qu'autre chose. Et puis, je l'ai vue. Son sourire. Et dans cette seconde suspendue, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Élise avait cette énergie tranquille qui vous enveloppe sans prévenir. Une assurance douce, jamais arrogante. Et son rire? Mon Dieu, son rire pouvait chasser les nuages les plus sombres d'une simple envolée. Très vite, on est devenus inséparables. Des conversations jusqu'à l'aube, des virées improvisées, une vision commune d'un futur qu'on croyait invincible. Tout paraissait possible. Tout paraissait éternel. On construisait notre vie, pas à pas. Et plus on avançait, plus notre lien se renforçait. J'étais convaincu qu'aucun orage ne pourrait nous détruire. Sa détermination m'inspirait chaque jour. Elle se donnait corps et âme à sa carrière dans la tech, et je lui disais souvent qu'elle pourrait conquérir le monde si elle le décidait. Mais, avec le temps, cette flamme a commencé à vaciller. Lentement. Subtilement. Je ne saurais dire exactement quand tout a commencé à glisser. Peut-être quand les exigences de son travail se sont intensifiées. Peut-être quand elle a commencé à rentrer plus tard, fatiguée mais toujours souriante, comme si tout allait bien. Mais moi, je voyais les signes. Je les ignorais, bien sûr. Aveuglé par l'amour. On se disait que l'amour suffirait. Que c'était juste une mauvaise passe. Qu'on tiendrait bon. Mais la vie, elle se moque de nos belles promesses. Avec le temps, nos journées insouciantes ont été avalées par les responsabilités, les routines. Le rire s'est fait plus rare, presque étranger. Aujourd'hui, je comprends que c'est là que les premières fissures sont apparues. Invisibles à l'œil nu. Mais bien réelles. C'était peu avant notre 5e anniversaire de mariage. Et quelque chose, entre nous, avait clairement changé. Le tournant est arrivé après sa promotion. Élise avait été propulsée chef de projet suite au départ précipité de son supérieur victime d'un infarctus. Un projet colossal. Un stress écrasant. Et c'est là que ses vieux démons sont ressortis. Son TOC, qu'elle avait si longtemps réussi à maîtriser, refaisait surface. Nos soirées ensemble devinrent rares. Et malgré mes efforts, ménage, repas, massage des pieds, tout ce que je pouvais faire, rien ne semblait l'atteindre. Je devenais transparent. Mes mots l'irritaient. Mes gestes la dérangeaient. Elle se repliait sur elle-même. Jusqu'à devenir une étrangère dans notre propre maison. J'en ai parlé à Luc, mon ami le plus proche. Il m'a regardé, inquiet. « Antoine, c'est dur, ce que tu vis. Mais tu es sûr de ne pas exagérer? Tous les couples traversent des périodes creuses. » Je lui ai confié qu'on n'avait pas eu de relation intime depuis des semaines. Que ses remarques devenaient acérées. Il a haussé un sourcil. « Tu crois qu'elle te trompe ?» J'ai secoué la tête. Impossible. Elle était débordée, absorbée par la refonte de toute une plateforme. Sa carrière en dépendait. Luc a hoché la tête, pensif. Alors c'est probablement le stress. Mais ne la confronte pas. Sois là. C'est maintenant qu'elle a le plus besoin de toi. Mais un soir, dans un bar, un inconnu m'a lancé une phrase qui m'a glacé. Rien de pire qu'un partenaire absent, sauf un partenaire infidèle. Cette remarque m'a obsédé. Pas parce que je pensais qu'Élise me trompait. Mais parce qu'une part de moi doutait. Et ces doutes, ils vous rongent. Je me suis donc dit, confiance, oui. Mais vigilance aussi. Alors, un samedi, j'ai proposé de lui apporter le déjeuner au bureau. Elle a accepté avec enthousiasme. Pizza pour toute l'équipe, m'a-t-elle dit. J'y suis allé. Elle m'a présenté à ses collègues,
dont 2 nouvelles recrues, Jérôme et Loïc. Tout paraissait normal. Serein. Mais les jours suivants, je n'arrivais pas à oublier ce sentiment. Cette distance entre nous. Cette impression d'être de trop dans sa vie. Alors j'ai décidé de changer d'approche. Un soir, j'ai dressé une jolie table, bougies, vin, dîner fait maison. Quand elle est rentrée, elle a été surprise. Touchée. C'est magnifique, Antoine, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Après le repas, je lui ai tendu une enveloppe. Je sais que ces derniers mois ont été durs. Et je crois qu'on a besoin de se retrouver. Alors j'ai réservé quelque chose. 1 semaine. Rien que nous deux. Première classe. À la Guadeloupe. Elle a feuilleté la brochure. Ses yeux se sont embués. C'est parfait, a-t-elle murmuré en venant s'asseoir sur mes genoux. Merci. Je veux vraiment passer ce temps avec toi. Et là, dans ce moment suspendu, j'ai cru que tout allait s'arranger. Le mois suivant a été une lente traversée, un compte à rebours silencieux vers ce que je croyais être notre renaissance. Élise travaillait jour et nuit, finalisant son projet avec une rigueur qui m'impressionnait encore. Malgré la fatigue, quelques signes de rapprochement réapparaissaient entre nous. Ce n'était pas la passion d'antan, non, mais c'était quelque chose. Un contact par semaine, parfois plus tendre que charnel, mais porteur d'espoir. J'y voyais une promesse. Le jour du départ, nous avons fait nos valises à la hâte. 2 petites valises, un sac à dos et son sac à main. J'avais prévu de passer la semaine en short et polo. Élise, elle, avait glissé 2 bikinis dans ses affaires, des robes légères, et un chapeau de paille qui me donnait envie de partir sur le champ. Dans la file prioritaire à l'aéroport, j'avais cette sensation rare, celle d'un nouveau départ. D'un soulagement. Puis, tout a basculé. Alors que nous approchions du contrôle de sécurité, un homme est apparu. Jérôme. Il a surgi comme un fantôme. Élise s'est figée. Jérôme? Qu'est-ce que tu fais ici? Il a ignoré ma présence, le regard fixé sur elle. Il faut que je te parle. Agacé, je suis intervenu. Tu ne vois pas qu'elle part en vacances? Ça peut attendre, non? Mais la voix d'Élise s'est faite plus tendue, presque étrangère. Antoine, vas-y, je te rejoins. Ça ne prendra qu'1 minute. Je suis resté figé. Elle me regardait droit dans les yeux, implorante. À contre-cœur, j'ai avancé. Une boule au ventre. À la porte d'embarquement, aucune trace d'elle. J'ai appelé. Messagerie. J'ai envoyé un message. Puis un autre. Le silence. Mon cœur battait de plus en plus fort à mesure que l'embarquement avançait. Finalement, juste avant la fermeture des portes, un message est apparu, je suis désolé. J'ai supplié l'hôtesse de me laisser sortir. Elle m'a regardé avec une compassion muette. Désolé monsieur, il est trop tard. Elle m'a tendu une petite bouteille de bourbon. Je l'ai prise sans un mot. 5 heures plus tard, je posais le pied en Guadeloupe. Seul. Je l'ai appelé aussitôt. Pas de réponse. Puis, sa voix sur la messagerie. Antoine, je suis désolé. Lis l'email que je t'ai envoyé. Tu comprendras tout. Je n'ai pas eu le courage. Tu mérites mieux. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message. Antoine, je croyais que ce voyage pourrait nous aider à tout recommencer. Mais je ne peux plus te mentir. Cela fait 4 mois que j'ai une liaison avec Jérôme. Je ne l'ai pas voulu, je te le jure, mais c'est arrivé. Chaque mot me frappait comme une claque. Elle détaillait leur rapprochement, leur nuit tardive au bureau, ses doutes, sa culpabilité. Elle disait qu'elle avait voulu mettre fin à tout. Qu'elle avait espéré que ce voyage serait une rédemption. Mais qu'au dernier moment, face à moi, elle n'avait pas eu la force. Jérôme l'avait convaincue qu'une fois que je saurais, je la détesterais. Et il avait raison, écrivait-elle. Elle ne pouvait pas supporter 5 heures assise à côté de ma colère. Elle avait choisi de fuir. Encore. L'email se terminait ainsi. Quand tu rentreras, je ne serai plus là. Pardonne-moi. Je sais que j'ai détruit ce qu'on avait. J'espère que tu trouveras la paix. Avec regret, Élise. Je suis resté là, sur un banc, hébété, le regard dans le vide. Les agents de la douane m'ont interrogé, inquiets de mon état.
J'ai montré l'email. Ils ont compris. Je me suis rendu au complexe hôtelier. J'espérais au moins pouvoir m'y écrouler. Mais le réceptionniste m'a regardé, gêné. Votre épouse n'est pas avec vous? Je suis désolé, monsieur. Il s'agit d'un resort réservé exclusivement aux couples. Nous ne pouvons pas accueillir de personnes seules. J'ai sorti ma carte, prêt à tout payer. J'ai déboursé 45 000 euros. Vous pouvez bien faire une exception. Il a secoué la tête. Les règles étaient strictes. Le directeur de nuit, compatissant, m'a trouvé une chambre dans un autre hôtel. Moi luxueux, bien plus modeste. Le chauffeur m'y a conduit. Dans cette chambre sombre à 300 euros la nuit, je suis resté assis, fixant le plafond. Tout s'effondrait. Quand j'ai tenté de payer la nuit suivante, mes cartes ont été refusées. J'ai paniqué. Une par une, elles échouaient. J'ai appelé la banque. Toutes les cartes avaient été annulées. Par Élise. J'ai envoyé un message, la gorge nouée. Pourquoi tu as bloqué les cartes? 10 minutes plus tard, la réponse est tombée. Jérôme pensait que ça n'était pas nécessaire, puisque tout était payé à l'avance et en all inclusive. J'ai explosé. Littéralement. J'ai lâché une rafale d'insultes qui ont fait sursauter le réceptionniste. Heureusement, j'avais un peu plus de 600 euros en liquide. Juste assez pour passer une nuit de plus. J'étais coincé. Trahi. Ruiné. Coupé du monde. J'ai appelé mon frère à Dijon. Il m'a écouté, incrédule. Sa femme a dû lui arracher le téléphone pour vérifier que ce n'était pas une farce. Finalement, ils ont accepté de m'aider. Il allait m'envoyer de l'argent. Le lendemain matin, je me suis rendu à Western Union. L'argent était bien là. Je respirais enfin. Mais les mauvaises nouvelles continuaient. Mon vol retour n'était pas modifiable. Billet économique non échangeable. Pour rentrer plus tôt, il fallait payer. En liquide. Le prochain vol? Mardi soir. Il ne me restait que le temps. Et ma douleur. J'ai relu l'email. Encore. Et encore. Chaque mot m'enfonçait un peu plus. Cette fois, j'ai tout absorbé. Même ce qu'elle n'avait pas dit. Je croyais qu'on allait se retrouver. Mais j'étais seul. Sur une île paradisiaque. Abandonné par la femme que j'aimais. Je suis resté enfermé dans cette chambre d'hôtel bon marché, étouffé par l'humidité et le silence, incapable de dormir plus d'une heure d'affilée. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Élise debout devant Jérôme, m'abandonnant sans une explication, sans une larme, comme si 5 ans ensemble n'avaient jamais compté. Le plus dur, ce n'était même pas la trahison. C'était cette facilité avec laquelle elle avait effacé notre histoire. Effacez-moi. Le lundi matin, les ennuis ont continué. J'ai découvert que tous nos comptes communs avaient été vidés. Fermés. Sans avertissement. Si mon frère ne m'avait pas transféré des fonds, j'aurais été à la rue dans un pays étranger. J'ai rassemblé mes forces et suis allé à l'aéroport. Vol complet. Le seul disponible partait mardi soir. Résigné, j'ai prolongé ma réservation à l'hôtel d'un jour supplémentaire. Mais je ne voulais pas passer une autre nuit à me morfondre dans cette pièce minuscule, alors j'ai enfilé mes baskets et suis allé courir le long de la plage. L'air salé, les vagues tièdes, les couples riant main dans la main, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Chaque sourire autour de moi devenait une lame supplémentaire dans mon ventre. J'ai nagé jusqu'à l'épuisement, espérant que l'eau m'apaise. Mais même l'océan n'avait rien à offrir à un homme brisé. De retour à l'hôtel, j'ai commandé un repas en room service. Je n'avais pas la force de croiser d'autres visages heureux. J'ai passé la soirée à lire un vieux roman d'espionnage acheté dans la boutique de l'hôtel. Une distraction. Un échappatoire. Tout sauf penser à elle. Le lendemain, mardi, a suivi le même schéma. Course matinale, baignade, déjeuner solitaire. Mon vol était prévu pour 22h30. 7 heures d'attente à l'aéroport, perdu entre des familles en vacances et des amoureux collés l'un à l'autre. Quand enfin j'ai pris place dans l'avion, je n'ai presque pas dormi. Mes pensées tournaient en boucle. Et chaque souvenir me ramenait inévitablement au même point. Pourquoi? Après l'atterrissage et 2 heures et demie de route, j'ai enfin franchi la porte de notre maison.
Ou plutôt, de mon ancienne maison. La moitié des placards était vide. Son armoire dégarnie. Le tiroir à bijoux ouvert. Elle était vraiment partie. Définitivement. Je me suis écroulé sur le lit, vidé, incapable de pleurer, incapable de hurler. Juste, vide. Le lendemain midi, je me suis réveillé comme après un coma. Mon premier appel a été pour Luc. Mon deuxième, pour un avocat. Grâce à un contact commun, j'ai obtenu un rendez-vous le jour même avec Maître Fournier, un homme au regard perçant et à la voix posée. Il m'a écouté sans m'interrompre, notant chaque détail de mon récit. Quand je lui ai montré l'email d'Élise et les preuves de l'abandon, il a hoché la tête, sérieux. Nous allons protéger vos intérêts, Antoine. Mais il faut agir vite. Si elle vous fait signifier la demande de divorce la première, elle pourrait orienter la procédure à son avantage. Il m'a demandé un inventaire complet de nos biens, les dépenses engagées pour le voyage, et tout ce qui manquait dans la maison. Je n'avais même pas réalisé qu'elle avait pris certains meubles. Le lundi suivant, à peine arrivée au bureau, Sarah, notre secrétaire, m'a annoncé qu'un homme m'attendait dans le hall. Un huissier. Les papiers du divorce. J'ai pris l'enveloppe en silence. Elle l'avait fait. Elle avait osé. J'ai failli l'appeler. La maudire. Hurler ma colère. Mais je me suis souvenu d'un conseil, ne réagis pas avec ton cœur. Réagis avec ta tête. J'ai remis les documents à Maître Fournier. 2 mois plus tard, j'étais devant le juge. Nerveux. Tendu. Et face à elle. Élise n'a pas osé croiser mon regard. Son avocat a exposé leur demande avec froideur. Pas un mot sur la trahison. Pas une excuse. Jérôme, bien sûr, n'était pas là. Trop lâche, sans doute. Quand notre tour est venu, Maître Fournier a parlé avec calme mais fermeté. Il a détaillé mon abandon en Guadeloupe, les cartes bancaires annulées, les comptes vidés. Le juge, une femme à la posture sévère, l'écoutait attentivement. Puis, elle s'est tournée vers Élise. Madame Harper. Vous n'avez formulé aucune allégation d'abus. Est-ce que vous avez quitté votre mari simplement parce que vous êtes tombée amoureuse de Monsieur Jérôme? Après un rapide échange avec son avocat, Élise a répondu, d'une voix à peine audible. Oui, votre honneur. Le silence dans la salle était pesant. Le juge a hoché la tête. Merci pour votre honnêteté. Je ne tolère pas les fausses accusations dans ma cour. Puis elle a prononcé le jugement. Divorce accordé. Aucun versement de pension. Répartition des biens à parts égales. Mais sur la part d'Élise, elle devra me rembourser 80 000 € pour les frais du voyage et du rapatriement, ainsi que l'intégralité des frais d'avocat. En plus, 2 800 € pour la moitié du loyer depuis son départ. Avant de clore l'audience, le juge s'est tourné une dernière fois vers Élise. Vous dites que vous aimiez votre mari. Si c'est ainsi que vous traitez ceux que vous aimez, je n'ose imaginer comment vous traitez ceux que vous méprisez. Et c'était fini. Pas de joie. Pas de victoire. Juste, un vide un peu moins profond. Quand nous avons quitté la salle, Élise m'a appelé doucement. Je ne me suis pas retourné. J'ai traversé le couloir, le regard fixé droit devant. Jérôme était assis là. Il s'est levé, prêt à parler. Mais j'étais déjà face à lui. Elle te trompera aussi, tu sais. Puis j'ai continué mon chemin. Sans attendre sa réponse. Les semaines qui ont suivi le divorce furent un étrange mélange de soulagement et d'errance intérieure. Je n'attendais plus rien d'Élise. Je n'espérais même plus une explication ou une excuse. Elle avait trahi, elle était partie, elle avait payé le prix devant la justice, mais cela ne rendait pas ma vie plus entière. Mes amis bien intentionnés tentaient de m'encourager à tourner la page. Certains voulaient me présenter leur sœur, leurs collègues, leurs cousines. Mais moi, je ne voulais pas recommencer. Pas encore. Pas comme ça. Je n'avais plus besoin d'amour. J'avais besoin de silence. De quelque chose de simple. De respirer sans me sentir coupable de faire confiance. Alors je me suis tourné vers des bars où personne ne posait de questions, vers des rencontres sans lendemain, des visages sans attente. Danser un peu. Boire un peu. Sourire sans promettre. Mais même dans ces instants volés,
l'amertume restait tapie dans l'ombre. Une nuit, je suis tombé sur une femme splendide, charismatique, un peu plus âgée peut-être. On a bu, ri, dansé. Puis, au moment de quitter le bar ensemble, j'ai remarqué la marque d'une bague retirée à la hâte sur son annulaire. Quelque chose en moi s'est tendu. « Tu es marié ?» ai-je demandé, la voix plus glaciale que je ne l'aurais voulu. Elle a baissé les yeux, tremblante. « Oui. Mon mari est en mission. En Afghanistan. Je suis désolé. Je suis juste, perdu. » Ses jambes ont flanché, elle s'est effondrée sur le trottoir en larmes. Tout en elle criait le désespoir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une souffrance qui ressemblait à la mienne, mais venue d'un autre bord. Une trahison envers elle-même. Je lui ai tendu un mouchoir. « Rentre chez toi. Mets ta bague. Viens, on va prendre un café. » Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures dans un petit dîner ouvert toute la nuit. Elle s'appelait Chloé. Elle m'a parlé de son mari, Jean-Baptiste, de la solitude, des 2 collègues qui la harcelaient au travail, des nuits où elle pleurait en silence. J'ai écouté. Je ne l'ai pas jugée. Je lui ai simplement conseillé de porter plainte. Elle m'a promis d'essayer. Dans les semaines suivantes, on s'est revus quelques fois. Toujours autour d'un café. Jamais plus. Elle m'a dit un jour que les 2 hommes avaient été sanctionnés et qu'elle avait été mutée dans un autre service. Puis, un après-midi, elle est entrée dans le café, radieuse. Jean-Baptiste rentre dans 2 semaines. Je l'ai félicité, sincèrement. Et je lui ai dit que ce serait sûrement notre dernier rendez-vous. Merci d'avoir été mon ami, Antoine. Tu m'as empêché de tomber. Quelques jours plus tard, un homme immense m'attendait devant mon bureau. Jean-Baptiste. Il savait tout. On est allé boire un verre. Il m'a observé un long moment. Elle m'a dit que tu n'avais rien tenté. Pourquoi ? Parce que je sais ce que ça fait, d'être trahi. Et je ne pourrais jamais faire ça à un autre homme. Encore moins un soldat. Il m'a tendu la main. T'es un mec bien. On ne sera jamais amis, mais je respecte ce que tu as fait. Et il est parti. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Chloé et Jean-Baptiste déménageaient au Texas. Ils quittaient l'armée pour terminer ses études. Ils allaient fonder une famille. Et malgré tout ce que j'avais vécu, ça m'a réchauffé le cœur. Parce que je croyais encore en l'amour. Pas en celui que j'avais perdu. Mais en celui qui, peut-être, pouvait encore venir. C'est alors que Claire est entrée dans ma vie. Je l'ai rencontrée par hasard, lors d'un concert de musique classique sur le campus de l'université. Une soirée calme, presque ennuyante jusqu'à ce qu'elle s'assoie à côté de moi. Petite, fine, avec des traits à la Twagji et un style rétro très marqué. Elle m'a parlé en souriant. Naturellement. Comme si on se connaissait déjà. On a partagé une bière après le concert. Elle était étudiante en art graphique. Fille d'anciens hippies, prénommée Claire en hommage à Grace Slick. Elle vivait en colocation, peignait, cuisinait, parlait 3 langues et détestait les événements mondains. Tout chez elle respirait la douceur, l'originalité et une forme de vérité rare. Notre premier rendez-vous officiel a été une exposition d'art étudiant. Beaucoup d'œuvres vulgaires ou provocatrices. Je commençais à regretter, mais Claire m'a tiré par la main vers une autre salle. Là, j'ai vu la toile. Un homme et une femme nus descendant un escalier, la femme portant une alliance, l'homme non. Le titre, Le dernier après-midi des amants. Par Claire Powell Adams. C'est toi qui as peint ça ? Elle a souri, énigmatique. Et tu comprends pourquoi c'est leur dernier ? J'ai voulu répondre, mais elle m'a déjà tiré vers une autre œuvre. Une animation colorée, joyeuse, pleine de vie. Elle avait 2 facettes. Et toutes les 2 me plaisaient. Ce soir-là, elle m'a confié qu'elle cherchait un nouveau logement. Je lui ai proposé la chambre d'amis. Elle a accepté. On a établi des règles claires, chacun sa part des frais. J'espérais autre chose, mais j'ai accepté. Parce qu'elle me faisait du bien. Parce qu'elle illuminait mes journées. Elle venait souvent jardiner chez moi. Un jour, je suis rentré plus tôt du travail. Et je l'ai vue, dans le potager, nue comme au premier jour du monde. Ses bottes aux pieds, la terre sur la peau,
et cette paix incroyable dans son regard. J'ai voulu reculer, faire du bruit pour l'avertir, préserver ce moment. Mais j'ai trébuché. Elle s'est retournée. Nos regards se sont accrochés. Et j'ai compris que je ne voulais plus attendre. Je suis allé vers elle. L'ai prise dans mes bras. Et je l'ai embrassée. Elle a répondu, sans peur. Sans retenue. Comme si elle m'attendait depuis toujours. Ce jour-là dans le jardin a marqué un tournant. Il n'y avait plus de doute, plus de masque, plus de distance. Claire m'avait laissé entrer dans son monde, sans mots, sans promesses, seulement la vérité nue au sens propre comme au figuré. Ce que nous avons partagé ensuite, entre la terre et les draps, portait la douceur d'un commencement. Elle riait, taquinait, m'entraînait dans sa façon unique de vivre. Après la douche, après les caresses, après les regards prolongés, elle s'est blottie contre moi dans le lit, et a murmuré, presque timidement, « Je suppose que je n'ai plus besoin de cette deuxième chambre, alors ?» Elle n'attendait pas une réponse. Elle l'avait déjà deviné dans mes yeux. À partir de ce jour, nous étions un couple. Naturellement. Instinctivement. Claire a fini ses examens, puis a emménagé officiellement. Elle continuait à peindre, à cuisiner, à jardiner nue dès qu'elle le pouvait, une habitude qu'elle tenait de son enfance dans une communauté où la nudité n'était ni provocante ni honteuse, simplement naturelle. Et cette liberté, elle me l'a transmise, lentement. J'ai appris à apprécier le soleil sur ma peau, l'eau du lac contre mon dos nu, les moments où rien n'était caché, ni les corps, ni les émotions. Mais malgré la légèreté de notre quotidien, une ombre persistait dans mon esprit, Jérôme. L'homme qui m'avait volé Élise, l'homme qui avait poussé ma femme à me ruiner, l'homme qui se pavanait sans conséquence. Je n'étais pas un homme violent, je ne voulais pas détruire ma nouvelle vie pour une vengeance futile, mais je voulais qu'il paie. Qu'il ressente, même brièvement, ce que j'avais ressenti. Alors, j'ai attendu. Pendant 2 ans, je l'ai suivi discrètement, sous des pseudonymes. Réseaux sociaux, forums, profils professionnels. Je savais où il travaillait, avec qui il sortait, ce qu'il aimait boire, même quel bar il fréquentait le mercredi soir. Et puis, un jour, l'occasion s'est présentée. Il était fiancé. À une femme magnifique, douce, engagée. Parfaite pour lui faire mal. J'ai engagé Lassie, une escort girl de Chicago réputée pour sa discrétion et son efficacité. Pour 4 000 €, elle savait exactement quoi faire. Le plan était simple, un regard appuyé au bar, un verre, une invitation. Il a mordu à l'hameçon en moins d'une demi-heure. Une fois dans la chambre, les caméras ont fait leur travail. Lassie a joué son rôle à la perfection, et au moment opportun, elle a introduit Philippe, un faux collègue, qui a proposé un trio. Jérôme n'a pas hésité. L'idée d'un plan à 3 l'a excité plus que de raison. Il a tout accepté. Tout. Et tout a été filmé. Le lendemain, j'ai sélectionné les captures les plus explicites, soigneusement floutées pour ne pas identifier Lassie ou Philippe, mais suffisamment claires pour que Jérôme soit reconnu. Je les ai imprimées. Une copie pour sa fiancée. Une pour son beau-père. Une pour son patron. Une dernière pour un site de voyeurisme. Quelques jours plus tard, il était viré. Sa fiancée? Partie. Son image? Détruite. Je ne l'ai plus jamais recroisé. Et je ne le souhaitais pas. Il était devenu une note de bas de page dans ma propre reconstruction. Pendant ce temps, Claire et moi avions trouvé notre rythme. Nous avions quitté la vieille ferme pour un terrain plus vaste, au nord de la ville, près d'une rivière. Un grand garage allait servir d'atelier. Un double préfabriqué nous hébergeait le temps de construire notre maison. Claire, désormais artiste freelance, avait vendu une toile importante pour 6 500 €. Cela lui permettait de se consacrer à ses projets et de se préparer à son plus beau rôle, celui de mère. Elle était enceinte. D'un petit garçon, prévu pour avril. Je la regardais, rayonnante, marchant pieds nus dans le potager, son ventre s'arrondissant doucement, et je n'arrivais pas à croire à ma chance. J'étais passé par l'enfer, et j'étais ressorti vivant. Mieux encore, j'étais heureux. Mais même le bonheur a ses épreuves. Un matin de printemps,
Alors que je rentrais plus tôt que prévu d'un rendez-vous annulé, j'ai trouvé le portail fermé. Inhabituel. Je suis descendu de la voiture, intrigué. Et là, au milieu du jardin, penché sur ses semis, nu comme au premier jour de notre histoire. Claire. Elle s'est retournée, surprise, et a souri. Sans un mot, elle a lâché son outil, couru vers moi et s'est jetée dans mes bras. Je suis rentré plus tôt, m'a-t-elle soufflé. Le projet à Paris est fini. J'ai sauté dans le premier avion. Je voulais te surprendre. Je ne lui ai pas répondu. Je suis entré, j'ai ouvert le coffre-fort, sorti la petite boîte que j'y gardais depuis des mois. Et là, dans l'herbe encore humide du matin, je me suis agenouillé devant elle. Claire, veux-tu m'épouser? Elle a mis un moment à comprendre. Puis, en riant, les larmes aux yeux, elle a dit oui. Nous nous sommes mariés 2 jours plus tard. Le dimanche suivant, dans le jardin, encore boueux du printemps, entouré de nos proches. Nos parents, quelques frères et sœurs, 2 amis chers. Une cérémonie simple, sincère, bercée par les parfums de la terre humide et le chant des oiseaux. Claire avait finalement opté pour une robe au grand soulagement de mes parents, mais pieds nus, fidèle à elle-même. Jamais je ne l'avais vue aussi belle. Et jamais je n'avais ressenti une telle paix. Après le mariage, nous sommes restés à la ferme jusqu'à la fin de la saison. Nous avons passé l'été à chercher le terrain parfait, un lieu à nous, isolé mais vivant. Nous l'avons trouvé non loin d'un méandre de la rivière, 4 hectares, dont 2 boisés. De quoi faire grandir un enfant, un potager, des rêves. Le double préfabriqué servait de transition, le garage de studio à Claire, et la maison, se dessinait petit à petit, au rythme de nos moyens. L'hiver est arrivé plus vite que prévu, gelant les travaux. Mais cela ne nous dérangeait pas. Claire continuait de peindre. Un jour, elle a vendu le dernier après-midi des amants pour 6 500 € à une collectionneuse privée. Cet argent, elle l'a utilisé pour acheter du matériel, agrandir le potager et préparer l'arrivée de notre fils. Nous avions décidé qu'elle resterait à la maison, au moins pendant les premières années. C'était son souhait. Elle voulait être là. Vivre chaque instant. Offrir à notre enfant ce qu'elle-même n'avait pas eu, une enfance libre, enracinée, joyeuse. Je gagnais suffisamment pour nous faire vivre, et son art couvrait les extras. Les mois ont passé, et plus son ventre s'arrondissait, plus j'étais émerveillé. Je l'aimais. D'un amour que je n'aurais jamais cru possible après Élise. Pas l'amour brûlant et aveugle des débuts. Non. Un amour solide. Calme. Profond. Comme un arbre qui a survécu à la tempête. Notre fils est né un matin d'avril, dans notre chambre. Claire avait insisté pour accoucher chez nous, entourée d'une sage-femme et d'une amie infirmière. Je l'ai soutenue, littéralement, lorsque les vagues sont devenues trop fortes. Et quand j'ai tenu notre enfant dans mes bras pour la première fois, j'ai pleuré. Toutes les blessures, toutes les trahisons, toutes les nuits passées à douter, s'effaçaient. Il s'appelait Léo. Les mois suivants ont été flous, rythmés par les pleurs, les tétés, les couches, et pourtant, chaque jour avait du sens. Claire reprenait doucement la peinture pendant les siestes. Moi, je rentrais plus tôt. Le potager grandissait. Le bébé aussi. Un jour, alors que je réparais une clôture, j'ai vu Claire, accroupie près des fraises, Léo dans une écharpe contre sa poitrine. Elle lui parlait doucement, lui montrait les feuilles, les racines, la lumière. Nu, bien sûr. Et pour la première fois, je n'ai même pas souri. C'était devenu normal. Merveilleusement, tendrement normal. Je repensais parfois à Élise. Pas avec colère. Plutôt avec un lointain étonnement. Comme si elle appartenait à une autre vie. Une autre version de moi-même. Je ne regrettais rien. Ni la douleur, ni la chute. Parce que sans cela, je ne serais pas là. Dans ce coin de terre, entouré d'amour. Et pourtant, même dans ce bonheur nouveau, une partie de moi restait vigilante. Un homme trahi ne guérit jamais totalement. Il apprend à vivre avec les cicatrices. Mais il n'oublie pas. Alors, quand un jour, une voiture inconnue s'est arrêtée devant notre portail, et que j'ai vu descendre Julien, le frère d'Élise, j'ai senti mon cœur se serrer. Il tenait un thermos de café, l'air nerveux. Papa est dans la voiture. Il voulait venir.
Mais je lui ai dit que tu ne lui ouvrirais pas. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement levé les yeux vers la vieille Volvo. Le père d'Élise me fixait depuis le siège passager, le regard durci par les années. « Qu'est-ce que tu veux, Julia ?» Il a hésité. « Élise va mal. Très mal. Jérôme l'a frappée. Papa et moi avons dû aller la chercher. Elle est en sécurité. Mais elle pleure tout le temps. Elle dit que partir de chez toi est la pire erreur de sa vie. » Je l'ai regardé, sans haine. Juste, vidé de toute envie d'entendre ça. Ce n'est plus mon problème. On espérait, je ne sais pas. Qu'elle pourrait te parler. Peut-être. Non. Ce qu'elle m'a fait, je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Elle n'a pas seulement brisé un mariage. Elle m'a brisé moi. Et tu vois? J'ai reconstruit. Sans elle. Julien a hoché la tête. Il m'a tendu la main. Tu as été bon avec elle. Elle ne t'a pas mérité. Je voulais que tu le saches. Il est parti. Son père n'est pas sorti de la voiture. Et je ne les ai plus jamais revus. Aujourd'hui, Léo a 2 ans. Claire est enceinte de notre deuxième. La maison est enfin terminée. Elle sent le bois, le soleil, la peinture fraîche et le café chaud. Nos nuits sont courtes, nos matins lumineux. Et chaque fois que je vois Claire dans ses pieds nus dans le potager, je me dis que la vie ne m'a pas volé 5 ans. Elle m'a préparé à mériter ce que j'ai maintenant. Et ça n'a pas de prix. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.